Je vais donc donner bonsoir mes chers collègues, bonsoir aux auditeurs facebookiens. Je vais donc vous donner au secrétaire de séance Jocelyn Garçonnet. Merci beaucoup. Je vais donc vous donner les pouvoirs. Donc José Boni me donne pouvoir. Françoise Thomer donne pouvoir à Jacqueline Mousset. Marc Léonard donne pouvoir à Atman Bouchekiwa. Marie-France Hureau à Thierry Prieur, Rémi Levaux à Myriam Santakana, Monsieur Didier Elvart est absent, représenté par Sylvie Fournial, bienvenue, et Pierre Morin donne pouvoir à Claude Sicuti puisque son suppléant n'était pas disponible. L'ordre du jour appelle des remarques. S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir commencer sur l'administration générale avec la présentation du projet de pacte de gouvernance pour son volet 1, les règles de collaboration et de fonctionnement des instances politiques. Donc, mes chers collègues, ce pacte de gouvernance, comme nous vous l'avions annoncé lors du Conseil communautaire du rapport d'orientation budgétaire, a été travaillé. Et donc, ce soir, nous le mettons en place pour son volet 1. Afin d'améliorer le fonctionnement des EPCI à fiscalité propre, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a institué la possibilité pour les collectivités locales de réaliser un pacte de gouvernance avec pour objectif principal d'organiser les relations entre les communes et leur intercommunalité. Le pacte de gouvernance aborde donc deux grands thèmes. En premier, les règles de collaboration entre les élus communautaires. Il s'agit ici de préciser le rôle des élus qui composent le bureau communautaire ainsi que l'organisation des instances internes de la communauté de communes, conseil communautaire, commission thématique, etc. En second temps, les règles de collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres. L'organisation et le fonctionnement des instances de travail avec les élus des communes membres sont ici détaillés. Comme le stipule l'article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au premier alinéa du même premier chapitre, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux 2020, il l'adopte après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de pacte. On a un petit problème de connexion. Ça saute. Mes chers collègues, je pense, vous l'avez eu en pièce jointe, avez-vous des questions sur ce pacte de gouvernance ? Monsieur Léva. Bien sûr. Oui, Monsieur le Président, j'ai une question. Comment se fait-il que tous les comptes rendus des diverses commissions, réunions, bureaux sont distribués à tout le monde, y compris à nous-mêmes, alors que le compte rendu de la conférence des maires, enfin, comme c'est cité, page 21, n'est pas distribué aux conseillers communautaires. Alors, il n'est distribué qu'au bureau. Alors, comme la conférence des maires est partie intégrante de la loi du 27 décembre 2019, je pense que ça serait bien que tous les conseillers communautaires puissent avoir les comptes rendus de cette conférence. Voilà. D'autant plus que tous les autres comptes rendus sont distribués à tout le monde. Alors, la conférence des maires n'est pas un organisme comme tous les autres. C'est un organisme consultatif dans lequel est abordé des sujets de territoire. Il y a, je pense, comme les maires ne sont pas tous membres du conseil communautaire, des sujets qui sont abordés parfois qui relèvent d'une certaine cohérence du territoire. Et tous les sujets, je pense, on pourra soumettre l'avis aux maires, mais je pense qu'il faut déjà leur soumettre l'avis à eux avant de distribuer un compte-rendu qui prendrait les propos
de maires qui ne sont pas membres du conseil communautaire. C'est la grande différence avec les comptes rendus des autres, où tous les autres ont eu un avis de nomination au sein du conseil communautaire. C'est vraiment la grande différence. Une commission, c'est les maires qui ont choisi les représentants de leur commune dans les commissions. Le bureau, c'est vous qui avez choisi les membres du bureau. La conférence des maires, c'est d'ailleurs pas un conseil, c'est d'ailleurs pas une commission, c'est une conférence. Elle a une toute autre thématique. Il n'y a aucune obligation dans la loi de la diffusion. D'ailleurs, je dois vous dire qu'à plusieurs occasions, on s'est même posé la question si cela méritait alors, on est dans l'obligation d'un compte-rendu, bien sûr, mais ce compte-rendu n'est pas à rendre public. Rien ne le stipule. Moi, maintenant, si les gens qui le reçoivent, les maires, entre autres, dans leur commune, souhaitent le transmettre à l'ensemble de leurs conseillers municipaux, c'est une autre démarche. Mais ce n'est pas à moi, en tant que président de communauté de communes, je ne suis pas un super maire qui dirigerait les autres maires. D'ailleurs, j'y siège avant tout en tant que maire d'Amboise et non pas en tant que président de Comcom, de savoir si je souhaite ou pas diffuser ce compte-rendu. Sachez d'ailleurs que dans la conférence des maires, pour vous le dire, et c'était dans le projet de cette gouvernance, c'était de dire qu'il n'y aurait pas un projet sur une commune qui ne serait décidé sans l'avis du maire et de son conseil municipal. Donc, dans ce dossier, on parle plutôt de cohérence de territoire. On a abordé des sujets qui, d'ailleurs, étaient au-delà des enjeux communautaires. On a parlé, entre autres, de la vaccination, on a parlé de la Covid-19, on a reçu des intervenants extérieurs, le président du département et les 2 conseillers départementaux. Il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés plus directement aux yeux des maires. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui pourra évoluer avec l'avis des maires. Bien sûr, bien sûr. Il y a débat. Hein, c'est un sujet, le pacte de gouvernance, qui est suffisamment important pour qu'il suscite le débat à mes yeux. Non, alors, je suis complètement d'accord. Et le pacte de gouvernance tel qu'il est, moi je l'ai lu en détail, il est très bien, sauf ce point qui pour moi est un petit peu... va un petit peu à l'encontre d'une part, la gouvernance qu'on s'est fixée tous, qui est une gouvernance de transparence, une gouvernance d'inclusion. Et donc, cette conférence des maires, qui plus est quelque chose de nouveau sur lequel le législateur a visiblement voulu insister, puisqu'il l'a fait apparaître dans cette loi. Moi, je pense que ça serait peut-être une bonne initiative que vous pourriez avoir, Monsieur le Président, de soumettre à ce Conseil communautaire au vote, et puis si ça passe pas, ça passe pas, si les conseillers communautaires souhaiteraient pouvoir disposer de ce compte-rendu, comme ils disposent d'ailleurs de tous les autres comptes-rendus. Parce que c'est là où ça devient complètement un peu bizarre. C'est que la loi introduit cette nouvelle instance, qui, à mon avis, est une bonne instance, puisque ça permet, justement, à l'intérieur de la communauté de communes, de pouvoir débattre des sujets au niveau des maires, avec le président de la communauté de communes. Donc, je pense que ça serait très intéressant que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et puisse en débattre. Monsieur Léva, ce pacte de gouvernance va être transmis à l'ensemble des conseils municipaux. J'invite ceux qui le souhaitent à faire justement cette demande dans leurs conseils municipaux, puisque je rappelle que le rôle de maire, premier magistrat de sa commune, c'est lui, et moi je leur poserai la question, permettrai d'avoir au moins cette délicatesse vis-à-vis d'eux pour distribuer leurs propos à l'ensemble des élus communautaires. Je vous invite lors du conseil municipal de votre commune à faire cette demande. Et nous verrons, et d'ailleurs, si les autres communes souhaitent ouvrir ce débat, aujourd'hui, c'est la présentation en tant que telle. Nous le validerons, comme il est dit, dans les 2 mois après consultation des conseils municipaux. Mais je retiens votre proposition et je proposerai, lors de la prochaine conférence des maires qui aura lieu le 27 mai, je leur proposerai cette proposition de diffuser ce compte-rendu et je m'en remettrai, bien sûr, à leur sagesse. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions,
je vais vous proposer pour avis aux communes membres le projet de pacte de gouvernance sur son volet 1, les règles de collaboration et de fonctionnement des instances politiques de la communauté de communes du Val d'Amboise annexées à cette présente délibération. Donc, la délibération vise à ce que nous l'envoyions aux conseils municipaux pour avis. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mes chers collègues, pour cette unanimité. Délibération numéro 2. Révision du règlement intérieur de la communauté de communes du Val d'Amboise. Le règlement intérieur actuel traite des modalités de fonctionnement et d'exercice du conseil communautaire et des instances associées de la communauté de communes. Cette révision a pour objectif principal d'extraire les modalités de fonctionnement des instances internes de la communauté de communes, que sont le bureau communautaire, les commissions thématiques, la conférence des maires et la conférence de territoire du règlement intérieur. Les modalités de fonctionnement de ces instances sont en effet détaillées dans le pacte de gouvernance de la communauté de communes, dans son volet 1, les règles de collaboration et de fonctionnement des instances politiques. Le règlement intérieur révisé stipule donc uniquement les règles et modalités de fonctionnement du conseil communautaire et celui-ci devient une pièce annexe du pacte de gouvernance, donc dans son volet 1. Je tiens à vous préciser cependant qu'il y a eu 2 autres modifications. La partie supplémentaire sur la diffusion et l'enregistrement des séances, puisque nous sommes passés face à la Covid-19 à un nouveau mode d'enregistrement et de diffusion des séances, et la suppression des articles 31, libre accès à tous les supports, et 32, les conseils communautaires concernés, page 19 de l'ancien règlement, qui ont donc été supprimés. Voilà, mes chers collègues, y a-t-il des questions? En fait, on régularise le règlement intérieur puisqu'on a un pacte de gouvernance, tout simplement. S'il n'y a pas de questions, je vais donc mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 3, modification de la représentation des élus au sein des commissions. Vu le courrier en date du 9 décembre 2020 de M. Pierrick Malenfant, élu de Cangé, démissionnant de sa représentation d'élu titulaire à la commission développement économique et aménagement, entretien et gestion des zones d'activité. Vu la lettre en date du 16 décembre 2020 de M. le maire de Cangé confirmant cette démission en informant que leur conseil municipal du 14 novembre 2020 avait désigné Mme Patricia Bordier-Bonneau pour le remplacer. Vu le courrier en date du 1er mars 2021 de Mme Lisa Figueiredo-Guimataes, élue de Noisé, informant de sa démission de son conseil municipal et par conséquent n'a plus de représentation à la communauté de communes. Vu la délibération du conseil municipal de Noisé, numéro 2021-02-12, du 1er avril 2021, validant la démission de Mme Figueiredos en désignant Mme Véronique Pinchemel pour la remplacer à la commission numérique, nouvelles technologies, emploi et formation professionnelle, et nommant M. Christophe Grégoire comme suppléant. Afin de prendre en compte les démissions suscitées de M. Patrick Malenfant de la commission thématique communautaire développement économique et aménagement, de Mme Lisa Figueiredo-Guimataes du conseil municipal de Noisé et par conséquent de la commission thématique communautaire numérique, nouvelles technologies, emploi et formation professionnelle, il est proposé au conseil communautaire de procéder au remplacement suivant pour les commissions de Val d'Amboise. Mme Patricia Bordier-Bonneau remplace M. Pierrick Malenfant comme titulaire de la commission développement économique et aménagement, entretien et gestion des zones d'activité. Mme Véronique Pinchemel remplace Mme Lisa Figueiredo-Guimataes en tant que titulaire à la commission numérique, nouvelles technologies, emploi et formation professionnelle. M. Christophe Grégoire devient donc suppléant à cette même commission.
je pense qu'il n'y a pas de questions, qu'il n'y a pas de remarques. Je vais donc vous demander d'accepter ces modifications. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4 sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, à l'adhésion à l'Observatoire de l'économie et des territoires 41. Je laisse la parole à Jacqueline Mousset. Peut-on avoir un micro? Merci beaucoup. C'est bon. Depuis 2019, le département d'Indre-et-Loire a adhéré à la plateforme Pilote 41, plateforme partenariale dédiée à la connaissance fine des territoires et administrée par l'Observatoire de l'économie et des territoires. L'objectif de cette plateforme est la centralisation des ressources existantes, statistiques, analyses, cartes, annuaires, données du système d'information géographique, etc. et la mise à disposition d'outils d'aide à la décision à destination des collectivités, des acteurs socio-économiques et autres. L'un des outils proposés par cette plateforme est notamment un WebSige territoire. Il s'agit de cartographie interactive. On parle également de SIG, Système d'information géographique. Ce WebSige permet notamment de naviguer dans la carte et consulter les attributs de nombreuses données, rechercher, sélectionner et exporter les résultats, importer des données, consulter les données cadastrales, créer des données temporaires, annoter, mesurer, personnaliser la carte, imprimer la carte. Depuis fin 2019, un SIG est mis en place au sein de la communauté de communes et la ville d'Amboise. Les objectifs de cet outil sont notamment de capitaliser les données des différents domaines de compétences de la collectivité, d'améliorer la connaissance du territoire et la visibilité des travaux réalisés ou des équipements mis en place, d'éditer des cartographies et autres documents de travail d'études ou de communication. L'adhésion de la communauté de communes à l'Observatoire de l'économie et des territoires permettra d'avoir accès à de nombreuses données SIG, mais permettrait aussi aux 14 communes du territoire d'avoir accès à ce WebSige. Je précise que pour les communes, ce serait gratuit. Un appel à cotisation sera réalisé chaque année par l'Observatoire. Le coût pour l'année 2021 s'élève à 3 621 €. C'est de l'ordre de 13 centimes par habitant. Vu l'avis favorable du bureau communautaire en date du 22 avril 2021 et vu l'avis favorable de la commission urbanisme en date du 28 avril 2021, on va vous demander d'approuver cette adhésion. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir, entre autres, de permettre à toutes les communes d'avoir accès à un SIG, d'avoir accès via des tablettes, etc., donc sur le terrain, pas seulement derrière un ordinateur. Nous, sur Amboise, aujourd'hui, le système, il est lorsqu'on est au service urbanisme. Voilà. Mes chers collègues, y a-t-il des questions sur cette adhésion ou des remarques? Madame Guichard, vous voulez un micro? Merci beaucoup de le passer. Je crois qu'on a juste une remarque, c'était par rapport aux missions supplémentaires là, qui peuvent être demandées par année et savoir combien ça coûte. Parce que là, c'est 3 620 € pour l'adhésion, c'est ça? Et après, on peut demander des missions, enfin, c'est ce que vous avez tout à fait raison. On a la possibilité, donc on les a reçus. Nous étions l'un des derniers territoires de la région à ne pas adhérer à ce SIG qui nous apporte, au-delà de l'observatoire, qui est une chose importante, c'est-à-dire nous aurons les données sur l'habitat, sur l'économie, sur toutes ces choses. Nous avons la possibilité de demander ce qu'on appelle un profil de territoire ou un portrait de territoire. Ce que nous allons faire, qui coûte 1 000 €. 1 000 €, grosso modo. C'est-à-dire pour avoir toutes les données sur l'année 2021 de notre territoire. On en manque souvent, entre autres sur de l'analyse de territoire. On va lancer entre autres le PLH, le plan local de l'habitat, ce qui va nous apporter déjà toutes les données en amont. Et la deuxième chose, là, à laquelle on adhère, c'est ce fameux SIG. Pour être clair, un SIG permet quoi ? Quand vous faites des travaux dans une rue, ce SIG vous montre, parce qu'ils ont fait par les fameuses voitures scanners, vous avez tous les réseaux enfouis qui s'affichent sur votre carte, en carte 3D, tout votre mobilier urbain, tout votre éclairage public. Et on sait que quand on refait une rue,
La plus grosse des problématiques, c'est de savoir où sont les canalisations, où sont les passages de gaz, où sont les passages d'électricité et autres. C'est donc une avancée importante pour nos services de l'urbanisme et nos services techniques. Et dans les communes qui ont souvent peu de moyens humains, ça permettra, et comme le disait Madame Mousset, en plus, il est accessible sur un téléphone portable, sur une tablette, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, vous marchez et vous voyez là où vous avez tous vos réseaux. Donc, comme vous le disiez, Madame Guichard, il y a effectivement la possibilité sur cette première année d'avoir un portrait de territoire qui nous coûte à peu près 1 000 € en plus, et ces informations seront bien sûr à la disposition de tous les élus qui le souhaiteront. Voilà. Ai-je répondu à votre question ? Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix et vous demander d'approuver l'adhésion de la communauté de communes à l'Observatoire de l'économie et des territoires, d'autoriser le président à signer une convention de partenariat avec l'Observatoire de l'économie et des territoires, et enfin, d'autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Mes chers collègues, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5. Ravalement des façades soumis à déclaration préalable sur le territoire de la communauté de communes du Val d'Amboise. Et je cède la parole à Jacqueline Mousset. L'article R 421-17-1 du Code de l'urbanisme informe que doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux de ravalement sur toute ou partie d'une construction existante, lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, classé en application de l'article L 631-1 du Code de l'urbanisme, ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621-30 du Code du patrimoine. Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement, en application des articles L 341-1, 2 et 7 du Code de l'environnement. Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L 331-2 du même Code de l'environnement, sur un immeuble protégé en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23 du présent Code, dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre par délibération motivée les travaux de ravalement à autorisation. Dans le règlement de notre PLUI, les façades font l'objet de prescriptions en fonction de leur nature et pour toutes les zones. Aussi, pour s'assurer du respect des règles fixées à ce PLUI et garantir la sauvegarde de son patrimoine architectural, il est proposé de soumettre les travaux de ravalement à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire intercommunal de la CCVA. Y a-t-il des questions, mes chers collègues? Madame Guichard. Donc nous, on a une question qui se rapproche du PLUI, puisqu'en fait, on parle de façade, mais on aimerait que derrière les façades, on puisse parler d'habitat et remettre à jour tous les objectifs de qualité énergétique de l'habitat. Et donc, la question est de savoir quand est-ce qu'on revoit le PLUI et quand est-ce qu'on peut vraiment mettre des objectifs cohérents par rapport au contexte dans lequel nous évoluons, de crise de réchauffement climatique, question d'artificialisation, de préservation des terres agricoles et d'habitat de qualité pour tous. Alors, Madame Guichard, vous abordez deux sujets qui ne sont pas dans le même dossier, pas dans le même document. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est le plan local de l'habitat, que d'ailleurs nous sommes en train de travailler. Nous avons passé l'après-midi sur ce sujet, puisque vous savez qu'il doit être rouvert. Cet après-midi, nous avons procédé aux auditions sur l'opérateur qui mènera la constitution de ce PLH. Ça, c'est la première chose. Donc, le travail est en cours et dans ce dossier-là sera bien sûr traité des questions de rénovation énergétique, entre autres. Sur le deuxième sujet, Madame Guichard, je vous le redis, la réouverture, la révision ou la modification d'un PLUI ne se fait pas en quelques mois. Il engagerait déjà notre communauté de communes, si nous en faisions la modification,
à une somme de 250 000 € de l'enquête publique et autres. Comme je vous l'avais mentionné, j'ai interpellé l'ensemble des maires pour savoir sur leur commune qu'est-ce qui était révisable, je dis bien révisable, dans un premier temps. Je vous le redis ce soir, j'en ai pris l'engagement, et d'ailleurs, je peux vous donner un autre élément, vous qui êtes une élue de la ville d'Amboise, c'est que ce PLUI sera dans l'obligation aussi d'être réouvert, puisque la ville d'Amboise a dans son périmètre un secteur sauvegardé, ce qu'on appelle un PSMV. Que dans ce secteur sauvegardé, nous avons des sous-secteurs sauvegardés. Un sous-secteur sauvegardé s'appelle le sous-secteur sauvegardé qu'on appelle SSA2, dit de la masse. Dans ce sous-secteur sauvegardé de la masse, nous avions une ancienne entreprise dont l'acquisition a été faite par le Clos Lucé il y a maintenant plus de 20 ans et qui était une zone blanche urbaine. C'est quoi une zone blanche urbaine? C'est une zone sans règlement d'aménagement. J'ai saisi la ministre de la Culture à ce sujet pour lui demander si nous pouvions simplement rouvrir le sous-secteur sauvegardé de la masse. La réponse a été claire, le PSMV ayant plus de 20 ans, c'est l'entièreté du PSMV qu'il faudra refaire. L'entièreté d'un PSMV, c'est 400 000 €, c'est 3 ans à 4 ans d'études. Mais si nous ne le rouvrons pas, si nous ne le révisons pas, jamais cette parcelle dite Guillemino ne pourra avoir un projet d'urbanisation ou un projet d'aménagement. Voilà. Donc, ces deux chantiers conséquents, vous imaginez au total, c'est 650 000 € pour notre collectivité. Je le dis très sereinement, le PSMV est subventionné à 50%. La ville d'Amboise prendra ses responsabilités et subventionnera les 50% du restant. C'est-à-dire, comme la compétence urbanisme est intercommunale et que la ville d'Amboise prend cet engagement de le réouvrir, nous paierons 50% de la somme restante. Puisque comme c'est une compétence de la communauté de communes, elle est obligée de contribuer financièrement. Donc ces deux grands chantiers qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont prendre beaucoup d'énergie, seront rouverts pendant le mandat, c'est sûr. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Par contre, sur les modifications que nous devons faire, et j'ai sollicité les maires, j'ai reçu, je crois, quasiment toutes les réponses de toutes les communes, là, nous engagera simplement à une révision. Mais j'entends vos préoccupations, entre autres sur l'artificialisation des terres. Je vous le redis très clairement, puisque j'ai reçu un certain nombre d'habitants de ce quartier, d'Amboise. Je ne suis pas propriétaire des terres. Quand je dis je, ni la commune, ni la communauté de communes. Donc les propriétaires terriens sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Soit de les laisser au milieu agricole, soit de faire une opération immobilière, puisque cette zone a été rendue constructible. Je n'ai pas de pouvoir, même si j'ai un pouvoir de police, il ne s'exerce pas sur ce pouvoir-là. En tout cas, le pouvoir de propriété et d'usage de sa propriété est un fait constitutionnel. Il dépasse bien notre territoire. Et là, c'est effectivement une négociation qu'il faut mener souvent avec les promoteurs, les lotisseurs, les aménageurs. J'entends vos préoccupations. J'ai reçu moi-même M. Guichard et M. Delécheneau, qui sont très préoccupés aussi par cette question. On en a parlé longuement. Lors de la révision en masse du PLUI, ces questions seront remises sur la table. Oui, Madame Guichard. En effet, dans les terres de Malpogne, puisqu'on a pu y retourner, on a aussi remarqué qu'il y avait des terres viticoles de très bonne qualité qui n'ont jamais pu être classées par l'INAO. Et aujourd'hui, comme il est tellement difficile de pouvoir retrouver de la terre agricole, j'espère que ces questions pourront être abordées de façon sérieuse. Par ailleurs, vous prônez le droit de chacun, de tout un chacun, de
disposer de ces propriétés. Il y a aussi des maires qui prennent des engagements en faveur de la préservation des terres agricoles et d'une vraie politique d'autonomie alimentaire. Donc mes questions ne sont pas non plus complètement incohérentes. Voilà. Madame Guichard, je n'ai pas dit qu'elles étaient incohérentes. Pour cela, il y a une autre chose. Et ça a été l'une de mes grandes surprises. Et la surprise d'un certain nombre de mes collègues. Nous ne sommes pas adhérents à la SAFER. Nous sommes le dernier territoire de la région centre à ne pas être adhérent à la SAFER. Quand vous êtes adhérent à la SAFER, et je les ai reçus au titre de la ville d'Amboise et nous les recevrons au titre de la communauté de communes, vous n'êtes pas adhérent à Vigifoncier, c'est-à-dire l'alerte quand un terrain agricole est mis en vente, de pouvoir préempter. Il y a deux modes de gestion du foncier dans une ville. On connaît, il y a des cas d'école en Indre-et-Loire. Vous avez des maires qui, à chaque fois qu'il y a une vente, préemptent, achètent et maîtrisent leur urbanisme. Et il y a une autre catégorie d'élus, qui sont tout aussi respectables, qui disent « moi, je laisse faire le privé » sur mon territoire. Et ça n'a rien à voir, croyez-moi, avec une notion de politique de gauche ou de droite, puisque j'ai des cas contradictoires des deux côtés. Donc c'est une volonté politique. C'est un sujet qu'on abordera en conseil municipal, puisque ça dépasse, je dirais, c'est plus au propre de la ville, mais en tout cas, je crois que c'est au prochain conseil communautaire, nous vous proposerons l'adhésion à la SAFER pour cette maîtrise des terres agricoles. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'emballer et que si vous avez ce pouvoir de persuasion ou de dissuasion auprès d'un certain nombre de propriétaires terriens qui ne veulent pas mettre en location leurs terres à l'agriculture, c'est un autre sujet de fond, Madame Guichard. Quand vous mettez de la vigne, une terre agricole, à la location à de la vigne, ce n'est pas pour un bail de 6 ans, 9 ans, ou à titre dérogatoire, 12 ans. C'est 25 ans, c'est 30 ans, c'est 40 ans. Donc là, il y a une question de fond à traiter dans le cadre du PLUI avec ses propriétaires terriens. Alors, peut-être que la ville aura à faire de l'acquisition. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été la volonté de la ville d'Amboise. Juste pour terminer sur le fait qu'il n'y aurait pas de souci à mettre en location, quand même, quand la Comcom donc, préempte pour faire des zones comme la Boîte-Ardière, par exemple, ou Malpogne même, et de ce fait supprime des droits d'exploitation, elle n'est pas en capacité aujourd'hui à reproposer derrière les surfaces qui disparaissent. Donc c'est aussi un problème de politique locale et d'élus locaux. Madame Guichard, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnables les uns et les autres. Je suis prêt à ouvrir tous les débats, mais relisons le titre de notre délibération. Ravalement de façade soumis à déclaration préalable sur le territoire. Je crois qu'on est devenu très très loin des façades, sauf si sur les terres agricoles, nous avons des façades. Ce débat, nous l'aurons en temps et en heure. Vous le savez, je vous réponds à chaque fois les mêmes éléments, je vous en donne d'autres quand j'en ai connaissance de nouveau, mais soyons raisonnables, nous ne modifions pas un PLUI en quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et sur ces questions-là, sur la Boîte-Ardière, nous vous l'avons annoncé avec M. Degnaud lors du vote du budget, il y aura une nouvelle étude de biodiversité. Donc on vous a donné quand même beaucoup d'éléments. Maintenant, je m'en remets à votre sagesse. Soyons, même si nous sommes une période d'activité dense de la politique, mais je m'en remets à votre sagesse, tout de même, d'avoir un peu de patience et vous pourrez participer à tous ces travaux de PLUI. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions,
Je vais donc... J'avais une petite question technique. Monsieur Denio. Petite question technique. Donc, il a été énuméré les secteurs donc, concernés par la nouvelle disposition, donc les périmètres de sites patrimoniaux remarquables, nous n'avons pas trop sur le secteur. Par contre, les abords des monuments historiques, plusieurs communes de notre territoire sont concernées. De sites inscrits ou de sites classés également, et il n'est pas précisé si on parle des sites naturels inscrits, qui existent également finalement dans les trames vertes et bleues, comme quoi nos périmètres, ça devient un peu plus concret quand on en parle. Et puis sur la dernière le dernier point, dans une commune ou au périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre par délibération motivée des travaux de ravalement à autorisation. Je pense que c'est un peu flou, c'est-à-dire que qu'entendons-nous par délibération motivée qui finalement sortirait du cadre des articles du Code du patrimoine ou de l'environnement? Oui, Philippe. Jacqueline Mousset va te répondre. Je tiens simplement à dire que cette délibération est pour rendre cohérent notre PLUI. Pour faire une clôture, vous deviez faire une déclaration préalable. Pour faire le ravalement de votre façade, il n'y avait pas de besoin. Donc on essaie de rendre les choses cohérentes et on le voit dans nos communes. Je pense même si nous avons des habitants, certes, pour la majeure partie sérieux, moi j'ai vu des façades à Amboise peintes en jaune, vif, soleil, citron. Jacqueline, si tu veux répondre à Philippe pour cette partie. Oui, par délibération motivée, c'est le conseil municipal décide, par exemple, qu'on souhaite une harmonie au niveau de la rue nationale, par exemple. Et ce que je voulais simplement rajouter, c'est que là, ce que vous avez énoncé, c'est le code de l'urbanisme. Là, notre délibération, c'est justement de dire qu'au-delà de ces zones pour lesquelles c'est prévu dans le code de l'urbanisme, on décide de l'appliquer partout, dans tout le territoire de la CCVA. On sait très bien que l'application sur le terrain ou vis-à-vis de nos administrés est parfois compliquée. Déjà, lorsqu'on parle des clôtures, imposer un certain nombre de règles. Donc sur les façades, je pense que ce sera exactement le même problème et on ne va pas forcément au-devant d'échanges faciles. Je pense que c'est nécessaire, effectivement, mais il faut prendre la mesure finalement de la méfiance de nos administrés par rapport à toutes ces règles, notamment quand ils entendent refaire leur façade ou implanter une clôture. Et je pense également, peut-être, Madame Guichard l'évoquait sur les problèmes de rénovation énergétique et notamment les modifications de ces façades dues à des nouveaux aménagements tenant compte justement de cette rénovation énergétique qui cache peut-être des fois des éléments patrimoniaux. Ça, c'est une vraie question aussi. Tu as tout à fait raison, Philippe. Et par exemple, si je prenais les secteurs sauvegardés, où là, nous sommes obligés d'avoir l'avis de l'ABF. C'est pour ça que d'ailleurs, nous avons fait le choix en Amboise de relancer les opérations façades, justement pour mettre et valoriser ces façades anciennes. Je crois qu'il faut quand même et ça méritera une réflexion que je vous demanderai de porter, sur peut-être un document plus explicite auprès de nos habitants de toutes les règles. Parce que je crois que ça devient très compliqué, même si on a un service d'urbanisme qui répond. Je vais vous donner un détail. Je signe des demandes d'aliénation, j'en signe 80 par semaine. Donc c'est autant d'instructions. On a une forte instruction, mais je crois qu'il faut qu'on soit prudent sur ces rénovations de façade. Je crois. Et pourquoi on demanderait une déclaration préalable sur une clôture et pas sur une façade? Mais je crois que tu as raison. Je pense qu'il faut qu'on informe beaucoup plus sur le droit de l'urbanisme, sur la réglementation, sur les déclarations préalables et sur aussi les services d'urbanisme qui sont là en amont pour répondre à des questions. Ça suscitera une question dont on travaille avec Gismond de Gauthier-Berdon, c'est le fameux projet de maison de l'habitat, qui serait en complément justement sur la rénovation énergétique, sur toutes ces questions de rénovation, d'information beaucoup plus complète auprès de nos habitants. On ne va pas se mentir, les uns et les autres. C'est parce qu'on a le nez dans le guidon et qu'on lit les textes. Mais avant d'être élu, je pense que beaucoup d'entre nous
méconnaissez tout cet imbroglio du droit administratif qui est de plus en plus complexe, il faut le reconnaître. Madame Santacana. Oui, si je peux me permettre, je suis entièrement d'accord avec cette demande d'autorisation préalable sur les façades, mais si derrière, il n'y a pas de police de l'urbanisme de mise en place, ça ne servira à rien. Donc j'espère il faudra en tout cas que vous abordez trouver une solution, parce qu'effectivement, je suis d'accord pour des façades peintes en jaune, mais même si ce n'était pas autorisé, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui peut verbaliser. Ah, c'est un vaste sujet et avec Madame Mousset, nous avons cette réflexion. Est-ce que c'est à la police, à nos polices municipales ou aux élus un nombre conséquent de contrôles? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cœur de ville d'Amboise, il y a parfois des travaux qui se font derrière des murs sans autorisation et qui mettent en péril même parfois une rue. Donc effectivement, il y a une vraie police de l'urbanisme à avoir, mais je crois qu'avant le terme de police, il faut qu'on soit aussi très informatif, très dans l'explication de ce qu'est le droit de l'urbanisme. On l'a fait dans notre magazine de la ville d'Amboise, de façon assez succincte. Je pense que ça mérite un document plus profond de la communauté de communes, et c'est un sujet qu'on abordera, puisqu'on est en train d'y travailler, entre autres, puisque les notions d'habitat en ce moment sont en train de bouger énormément. Maison de l'habitat, PTRE, rénovation énergétique en fait. Toutes ces questions sont en plein travail et c'est le cœur du PLH aussi et qui va être réouvert et on fera un choix qui sera rendu bien sûr public d'une méthode de construction du PLH assez ouverte. Voilà, mais vous avez raison, c'est une vraie préoccupation d'aller contrôler quand les déclarations sont faites, que les travaux soient bien faits. On a eu quelques surprises comme ça, même sur des permis de construire, où le bâtiment était prévu en parallèle de la route, il se retrouve en perpendiculaire. Il faut rappeler à nos habitants qu'à ce moment-là, c'est un avis de destruction. Mes chers collègues, je vais donc, s'il n'y a pas d'autres remarques... Oui, pardon, oui, Madame parce que Fauquier. La rénovation des façades, c'est aussi les volets. Je rappelle, alors c'est là où il y aura un vrai travail à faire avec les architectes patrimoniaux, parce que même si les biens ne sont pas inscrits ou classés, il y a quand même des règles et des respects. Notamment, par exemple, une maison du 19e en tuffeau, il n'y a pas de volet blanc. Vous regardez, ils ont toutes les volets blancs. Normalement, non, c'est gris pastel, ou vert pastel, ou bleu pastel, avec en général les portes 2 tons au-dessus. Donc c'est vrai que c'est important de vérifier au niveau des services de la DRAC. On va sur le site de la Direction régionale des affaires culturelles. On peut avoir accès à ces notions-là. Et pour ma part, j'essaie vraiment de faire ce travail avec les architectes des bâtiments de France et avec les CRMH, de justement faire des guides. On devait être reçu par l'Association des maires, justement, pour faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Et je ne dirai jamais assez, dans les secteurs sauvegardés, en tout cas pour tout ce qui est patrimoine protégé, toujours construire un projet avec les architectes des bâtiments de France en amont, définir le cahier des charges avec eux. Ça évite de présenter des projets qu'ils vont refuser parce qu'on ne les aura pas consultés avant. Et quand on travaille avec eux, ça se passe très bien. Moi, je vois dans le Lochois, il y a un vrai travail qui a été fait en partenariat avec les ABF et ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un tourisme qui est essentiellement patrimonial en région Centre-Val de Loire et pas attacher d'importance à ce qu'il y ait une certaine cohérence et en tout cas un respect du patrimoine que nous avons. Et c'est très cohérent, du coup, cette délibération. Moi, je suis 150% pour. Et pour reprendre ce que vous dites, Madame Santacana, sur la police de l'urbanisme, moi, je vois dans ma commune, mais c'est une petite commune. En plus, moi, je n'ai pas de secteur sauvegardé, donc, et il n'y a pas de patrimoine inscrit ou classé, donc je n'ai pas de périmètre. Il n'empêche qu'à chaque déclaration qui est faite, nous contrôlons. Et je ne délivre pas de documents, quel qu'il soit d'urbanisme, sans avoir eu un contrôle. Et j'ai fait détruire voilà, c'est le rôle du maire. C'est compliqué, mais c'est le rôle du maire. Mais c'est pour ça que si on peut faire de la pédagogie en amont, ça évitera d'avoir à détruire a posteriori. Merci beaucoup. Moi, simplement, je demanderai aux ABF qu'ils soient, quand ils seront placés les uns après les autres, un peu de cohérence sur les couleurs. J'aimerais qu'ils le soient eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons eu des aventures incroyables. Les élus d'Amboise se souviennent de Porte Orange. Et puis maintenant, on nous dit « Ah non, le orange banni !» Couverture bois, façade bois. Ah non, pas façade bois.
On a fait la façade de l'hôtel de ville, on avait présenté un projet qu'on pensait cohérent avec les avis des ABF. Notre ABF nous a dit non, nous c'est pas ça, pas du tout, je veux complètement autre chose, je veux du verbourrage. Eh bien allons-y pour du verbourage. Non, alors Thierry, c'est là où c'est aussi important. Il faut savoir qu'il y a un recours qui est possible devant la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, et que donc on présente au préfet, on rend un avis, et pour justement quand on n'est pas d'accord, quand une collectivité n'est pas d'accord avec ce que l'ABF pourra faire. Oui. Et je tiens à ce que vous sachiez que moi j'ai vu le DRAC cette semaine et la conservatrice régionale des monuments historiques, et je leur ai dit que ça serait bien que quand un ABF succède à un autre ABF, il y ait une cohérence et une continuité. Parce que je ne veux pas dire, mais les recours, c'est moi qui les traite et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Après tous ces propos, je pense qu'il faut quand même qu'on rassure nos auditeurs. Parce que là, moi, je serais auditeur, j'aurais la trouille de faire ma façade, je peux vous le dire. En tout cas, le but n'est pas ni de les empêcher de faire des rénovations, bien au contraire, c'est de les accompagner dans cette rénovation. Voilà, c'est tout, c'est la déclaration préalable, ce n'est pas un permis de construire, ce n'est pas un permis de travaux, c'est une déclaration préalable. Donc, c'est aussi pour accompagner nos habitants. Et après tous ces propos un peu alarmants, je tiendrai à rappeler à nos auditeurs, à notre public, que nous ne sommes pas là pour les empêcher d'entretenir leur patrimoine, bien au contraire. Mes chers collègues, je vais donc vous demander, après avoir entendu l'exposé de ces motifs et ce débat, de soumettre la déclaration préalable de travaux de ravalement sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Val d'Amboise. Conformément à l'article R. 153.3 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes membres de la communauté de communes durant un délai d'1 mois. Mention de cet affichage sera insérée à caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, et j'invite les mairies qui ont un site internet à ne pas simplement l'afficher sur la façade de la mairie, mais aussi à en faire une information sur leur site internet. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Organisation de la saison 2021 des grands passages, et je cède la parole à Gismonde Gauthier-Berdon. Merci. La préfecture d'Indre-et-Loire a informé la communauté de communes du Val d'Amboise que 3 grands passages étaient annoncés sur le territoire du Val d'Amboise au cours de l'été. Donc du 13 au 20 juin, 130 caravanes, du 20 juin au 27 juin pour 150 caravanes et du 27 juin au 4 juillet pour 120 caravanes. La CCVA étant compétente en la matière, elle va organiser d'un point de vue technique et logistique les séjours de ces grands rassemblements. Installation électrique, benne à ordures, sécurisation des arrivées et des départs, mise au point des documents de gestion, etc. Et la CCVA pourra s'appuyer sur la société Vago et l'ensemble des partenaires concernés. D'un point de vue administratif, il convient de signer une convention de mise à disposition du terrain des îles avec la commune de Possé-sur-Cisse. Le projet est annexé, je pense que vous l'avez tous vu, et de fixer les tarifs applicables pour la redevance d'occupation du terrain. Donc le droit d'emplacement a été fixé à 25 € TTC par caravane double essieu et par semaine. Et le dépôt de garantie est de 500 € TTC par rassemblement. Alors je précise quand même que ces trois passages, ce sont les 3 passages qui sont annoncés et déclarés en préfecture, ce qui n'exclut pas qu'il peut y en avoir d'autres. Oui, ça on sait. On sait. On connaît. En tout cas, je rajoute quand même que cette convention est signée jusqu'au 31 décembre, puisque nous travaillons justement avec Gismonde Gauthier-Berdon à une aire de grand passage fixe, mais que là encore, nous avons même d'autres réflexions qui se portent, étant donné l'avis des représentants des gens du voyage. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, Thierry. Oui, monsieur Garçonnet. Oui, je voulais juste préciser que en fait, la commune de Possé a donné son accord pour cette année pour résoudre le problème provisoirement, et que ça n'est en aucun cas un lieu définitif. Non. C'est effectivement, de temps en temps, je consulte les maires.
heureusement d'ailleurs. J'ai donc demandé à Claude Courgeot de pouvoir, sur cette aire de grand passage qui avait été fléchée à une période, que l'on puisse l'utiliser pour jusqu'au 31 décembre, sachant que quand vous regardez les 3 dates, et comme le disait Gismonde, je ne suis pas sûr que nous ayons toutes les dates des grands passages, puisque je ne pense pas que les grands passages s'arrêtent en juillet. Monsieur Léna. On peut peut-être passer un micro à Monsieur Léna. Monsieur le Président, Oui. pouvez-vous rappeler combien revient un grand passage? C'est-à-dire la benne, le groupe... Combien coûte? Voilà, combien revient? Parce que cette question-là avait été abordée lors de la précédente mandature, et je peux vous dire que la note est salée. On est 8 000 € sur l'installation et 6 000 € la semaine. Ah bon, alors ça a baissé parce que ça avait été annoncé autour de 30 à 35 000 €. Ben, c'est sur la saison. Non, par passage. Ah non. Au mois de février 2020, Oui. lors du dernier conseil communautaire, je peux vous dire que ça avait été... Non. On est en fait sur la préparation du terrain. Pour preuve, nous l'avons fait faucher, puisque les grands passages commencent, comme vous avez pu vous en rendre compte sur notre territoire. Et nous avons 80 caravanes en ce moment sur l'île d'Or. Et nous avons simplement un groupe électrogène à mettre et le branchement d'eau. Puis le nettoyage et les bennes, bien sûr les bacs de déchets. Donc on est sur 8 000 € d'installation, 6 000 € à peu près de coût moyen sur la semaine, hors taxe. C'est peut-être plus raisonnable. Pardon. Mais bon. Parce que c'est peut-être un peu les mêmes sommes. Oui. Enfin, nous, c'est les sommes sur lesquelles nous travaillons en ce moment et nous avons fait des demandes pour préparer ce terrain du grand passage. Monsieur Léva. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur le tarif, parce que j'ai aucune idée de comment est calculé ce tarif. Bon, je vois que le 25 € revient, alors c'est bien, parce qu'on a l'air d'être abonné aux 25 € à cette communauté de communes, que ce soit pour le prix du mètre carré à la Boîtardière ou pour le prix d'une caravane double essieu à la semaine. Mais c'est calculé comment? Pourquoi c'est 25, pas 27, pas 50, pas 100, pas 10 Alors, c'est un tarif qui est à peu près le même sur l'entièreté du département. C'est un tarif... Il faut savoir que les grands passages, ce ne sont pas nous qui les gérons. Nous avons une commission départementale des grands passages qui est présidée par le directeur de cabinet de Madame la Préfète, sur laquelle nous avons effectivement les dates de grands passages. Commission pendant laquelle je me suis ému de l'attitude de certains collègues. Je ne vous le cache pas. Quand j'entends des communautés de communes qui disent « nous, on n'a pas de terrain », donc quand on met un terrain à disposition, nous, on doit assumer pour les autres. Donc on en reparlera en conférence des présidents de PCI, mais moi, il y a des territoires qui sont quand même les plus grandes communautés de communes du département qui n'assument pas. Je leur demanderai, là, la solidarité, ça s'opère aussi, ce n'est pas toujours dans le même sens. Le 25 € par caravane, c'est en fait un tarif départemental qui s'applique. Voilà, il est le même partout. Mais quelqu'un le fixe ou c'est la préfète ou Alors là, d'où il sort? Je vais me renseigner. C'est imposé en tout cas. C'est imposé. Nous, on nous impose ce tarif. Donc, à mon avis, c'est dans le schéma départemental et ça doit être négocié avec les représentants des gens du voyage. Pour tout vous dire, la négociation avec les gens du voyage est une chose ardue. Je l'ai essuyé cette semaine. Je me suis déplacé plusieurs fois à l'île d'Or, même si les interlocuteurs sont des gens courtois. Et je dois dire quand même que ceux de l'île d'Or sont des gens du passage respectueux et propres. C'est pas simple de négocier. Je sais. Pas simple. Pardon? D'où l'intérêt d'avoir une aire de grand passage. Et on y travaille sérieusement pour en trouver une adéquate. Et une solution qu'on avait quand même... Oui, alors je vais vous dire, Madame Santacana... de terrain des îles, et voilà. Oui, j'entends. Maintenant, moi, je ne peux pas défendre des terrains naturels, des terrains en zone Natura 2000, des zones protégées, et les ouvrir
aux gens du voyage pendant quelques mois. Soyons respectueux de notre nature. Donc, par contre, Oui, ce qui m'a été dit... Quand ils vont sauvagement sur l'île d'Or, c'est un peu gênant quand même. C'est tout aussi gênant comme ils pourront aller ailleurs, mais l'aire de grand passage n'était pas ouverte pour la date prévue. On est d'accord. Donc, et la première chose que je leur ai dit quand même, c'est qu'ils auraient pu prévenir. Oui, mais Ils savent prévenir certaines communes. Oui. Ils savent, ils sont censés prévenir. Après, ils le font ou ils le font pas. Oui, mais dans la mesure où il n'y avait pas d'aire de grand passage ouverte, hein, après, voilà ce qui arrive. Mais l'aire de grand passage, elle n'est pas ouverte à l'année, elle est ouverte en fonction de l'annonce. On est d'accord. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dès le lendemain, j'ai demandé à notre directeur général des services de faire le nécessaire pour que l'aire de grand passage dont on a conventionné avec Possé et qu'on passe la convention dès ce soir puisse être ouverte dans les meilleurs délais. Parce que, effectivement, quand vous n'avez pas l'aire de grand passage, juridiquement, ils peuvent s'installer où ils le souhaitent. Mais à la fois, pour avoir discuté longuement avec des représentants des gens du voyage, aire de grand passage ou pas aire de grand passage, ils décident de là où ils s'installent. Sauf que je crois que quand il y a une aire de grand passage et qu'ils s'installent où ils veulent, on peut faire appel à la force publique. Ah non, il faut faire un recours. Oui, mais bien sûr. Mais là, ce que je veux dire, c'est que là, on ne pouvait pas le faire. Non, mais on n'aurait pas pu le faire parce que de toute façon, l'aire de grand passage n'était pas prévue ouverte avant la date du 13 juin. C'est pour ça qu'on a cette commission qui nous annonce les grands passages. Donc moi, je ne vais pas polémiquer. De toute façon, qui que ce soit qui aurait été maire, je peux vous dire, ils n'en ont rien à foutre de savoir qui est le maire. Hein. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait arrivé de la même façon, ils auraient fait la même chose. Maintenant, je vais vous donner un élément important, c'est que le droit n'est pas de notre côté, même quand il y a une aire de grand passage. Le temps du recours, et pourquoi j'ai été négocié avec eux? Parce qu'ils m'ont dit, vous déposez un recours, on restera jusqu'à la fin du recours. 3 semaines, 4 semaines. Donc, le droit n'est pas de notre côté. Et c'est vrai que Mme Santacana, j'avoue que sur cette question, il y a une avancée législative à faire sur, comme vous le dites, un droit de police. Mais je peux vous dire que même avec la gendarmerie et la police municipale, quand vous êtes face à 150 caravanes, c'est-à-dire 200 voitures, des gaillards qui ne sont quand même pas affûtés dans des cotons-tiges, eh bien, vous pouvez toujours y aller. Hein. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Moi, au nom de la ville, je me suis dit, soit il reste 3 à 4 semaines, soit je vais négocier. Les choses se sont bien passées. Ils partiront dimanche à 14h. Les forces de gendarmerie seront là parce qu'on est en plus un long week-end. Et surtout, pour que la sortie de l'île d'Or se fasse de la meilleure façon avec 80 caravanes qui ressemblent plus à des maisons ambulantes qu'à des caravanes. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Châtelier. Non, c'était juste une précision par rapport au tarif. C'est-à-dire que le tarif est même au-delà du département parce que l'ensemble de cette programmation qui nous a été communiquée dans le cadre de cette commission où j'étais aussi en tant que représentant de l'association des maires d'Indre-et-Loire, c'est en réalité les retombées de la négociation qui se fait au niveau du ministère de l'Intérieur avec l'ensemble des responsables des groupes. Et là, à l'intérieur de cette première négociation qui détermine justement le nombre de caravanes, les dates d'arrivée, le nombre de caravanes, les passages, les départs et tout ce qui s'ensuit, il y a aussi une pré-négociation au niveau du ministère qui retombe sur l'ensemble des départements de France. Voilà, c'était juste cette précision que je tenais à apporter. C'est-à-dire que ça va même au-delà du département. Merci Richard. Pour vous dire quand même, j'ai oublié ce petit mot. Quand vous allez négocier avec les gens du voyage et que vous êtes le maire, vous êtes respecté. Vous êtes très respecté. Et je dois dire, et je le dis à nos auditeurs, ils ont été très respectueux. Et quand ils disent quelque chose, moi je leur ai demandé de retirer leur véhicule qui était proche du camping. Dans la demi-heure qui suivait, tout était retiré.
on a eu une dégradation sur une porte. Le ton était monté au début avant que j'arrive avec la police municipale. Je suis arrivé, je ne vous cache pas que dans les 5 minutes, je savais qu'il y avait dégradé la porte. Et la porte a été remboursée. Voilà. Donc, il faut avoir un discours ferme. Ce sont des êtres humains. On ne traite pas non plus les êtres humains autrement qu'avec un peu de respect. Je leur ai demandé d'en avoir vis-à-vis de nous et vis-à-vis des Amboisiens et des campeurs. Ils ont entendu, ils partiront. Voilà. Mais quand même, je rappelle que même si souvent ils nous embêtent, souvent le dimanche après-midi, souvent, toujours, j'ai passé un dimanche après-midi merveilleux, moi. Eh bien, ça reste quand même des êtres humains, et la considération, ça sera aussi un de nos travaux, dans le cadre du PLH, d'avoir une vision aussi, comme ça l'a été déjà sous le dernier mandat, de l'intégration dans l'habitat sédentaire. Mes chers collègues, y a-t-il... Monsieur Léva, pardon. Oui. Ah ben bien sûr. Mais il n'y a pas eu de gratuité, hein. La négociation s'est faite sur l'occupation du domaine public de façon illégale, et elle s'est faite aussi sur l'éventuelle destruction de différents biens. Donc, voilà. Et je dois vous dire, j'ai donné le tarif, et personne ne l'a discuté. J'avais une autre possibilité, c'était de demander à la police municipale de dresser procès-verbal tous les jours sur les voitures et les caravanes. Et ça, ils n'aiment pas. Donc voilà, je n'ai pas envie non plus que ça devienne une rébellion. On se souvient, dans le Loir-et-Cher, un collègue maire qui l'a payé très cher. Donc je n'ai pas envie qu'on en arrive là. Il faut travailler un peu dans la sérénité. Et c'est un sujet qu'on a souvent abordé avec Richard, entre autres pendant la période de la Covid, puisque nous avons eu plusieurs passages pendant la période de la Covid. Là, à Amboise, sur des terrains privés, et là c'est encore plus complexe quand on est sur des terrains privés, vous avez des habitants qui volontiers disent « bah oui, restez, donnez-moi 500 balles ». Et là, ça devient complexe, hein, en cash. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? On est quand même très démunis face à notre droit de police dans ces moments-là. Très démunis. Et un peu livrés à nous-mêmes, je dois le dire, pour les maires, on est souvent tout seul. Nos services de gendarmerie d'Amboise nous accompagnent, mais on est quand même souvent tout seul. Voilà. Je vais mettre cette délibération au vote. Je vais vous demander d'approuver le projet de convention de mise à disposition d'un terrain entre la commune de Possé-sur-Cisse et la communauté de communes du Val d'Amboise, telle qu'elle est annexée à la présente délibération, d'approuver les tarifs proposés ci-dessus et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des documents de gestion qui permettront d'encadrer les grands passages. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Ressources humaines, mutualisation, transfert de compte épargne-temps de 4 agents suite à mutation. Et je laisse la parole à Thierry Prieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, le premier point concerne l'autorisation d'avoir un véhicule de service dont le remisage... Non. C'est pas celle-là? La première, c'est le compte épargne-temps. Ah, c'est le compte épargne-temps. Alors, on va commencer par le compte épargne-temps. C'est celle-ci. Donc, le transfert du compte épargne-temps dans le cadre de la portabilité. Je passe sur les vues de chacun des codes des collectivités territoriales et autres. Et vu l'avis du bureau communautaire en date du 12 mai 2021, le décret de 2004 permet aux EPCI de prévoir par convention les modalités financières de transfert des droits de congé accumulés par un agent bénéficiant d'un CET qui change de collectivité ou d'EPCI par la voie d'une mutation ou d'un détachement. Une convention doit être signée par la collectivité ou l'établissement d'origine et celui d'accueil. Elle comprend le solde, les droits d'utilisation du CET, la date du transfert et le montant de la compensation financière.
Donc cela concerne 4 personnes aujourd'hui sur notre communauté de communes, allant de 10 jours et demi à 57 jours. Et donc il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le président, bien sûr, de mettre à signer ces conventions de transfert de CET. Merci Thierry. Je peux vous dire qui sont ces 4 agents. Il y en a 2 entrants, 2 sortants. C'était le compte épargne-temps de Stéphanie Logis, l'ancienne directrice générale des services. Le compte épargne-temps deuxième sortant de David Rivière, qui était directeur des services techniques adjoint à 50% à la communauté de communes, qui passe à 100% à la ville d'Amboise. Et les 2 entrants sont Christophe Stocky, qui était à 50% à la communauté de communes et à la ville d'Amboise, qui passe lui à 100% sur la communauté de communes. Et le deuxième entrant est celui de Jérémy Blé, notre nouveau directeur général des services, dont son transfert de compte épargne-temps sur notre communauté de communes. Voilà, s'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je vais vous demander de m'autoriser, moi ou mon représentant, à mettre au point et à signer les conventions de transfert de compte épargne-temps figurant en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Véhicules mis à disposition des agents, véhicules de remisage. La parole est à Thierry Prieur. Donc là, ça concerne bien l'autorisation d'avoir un véhicule de service dont le remisage est autorisé à domicile pour 2 agents. Je passe également sur les codes et vu l'avis du bureau communautaire du 12 mai dernier, considérant qu'une délibération cadre est nécessaire pour déterminer l'ensemble des modalités d'attribution de véhicules de fonction et de service aux agents de la communauté de communes et qu'une distinction doit être faite entre le véhicule de fonction et le véhicule de service. Considérant que la communauté de communes du Val d'Amboise dispose d'un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition d'agents exerçant des fonctions justifiant le remisage du véhicule du service à domicile, et afin de se conformer à la réglementation et d'adapter la nouvelle organisation des services de la communauté de communes, il convient donc de procéder à la rédaction des modalités d'attribution de véhicules communautaires. Donc c'est pourquoi il est proposé au conseil communautaire d'attribuer les véhicules de la façon suivante. Donc aucun véhicule de fonction, véhicule de service dont le remisage est autorisé à domicile, le directeur général des services ainsi que le directeur général des services techniques, et en véhicule de service, donc tous les services nécessitant l'utilisation d'un véhicule dans le cadre de leur mission et durant les horaires de travail. Donc la CCVA, il est nécessaire de déterminer ces modalités d'attribution. Il est donc proposé au Conseil communautaire de fixer ces attributions telles que je viens de les expliquer. Y a-t-il des questions, mes chers collègues? Des remarques? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Convention de prestation de services entre la communauté de communes du Val d'Amboise et le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise. La parole est à Thierry Prieur. Donc ce point de l'ordre du jour concerne un appui technique et juridique dans le domaine des marchés publics. Donc le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères d'Amboise a récupéré la compétence collecte au 1er juillet 2019, devenant ainsi le syndicat mixte de traitement de collecte des ordures ménagères d'Amboise. Considérant l'importance des marchés à venir nécessaires à l'exercice de la compétence collective pour le syndicat et ses communautés de communes adhérentes, considérant également la nécessité de sécuriser au maximum le montage de ces marchés, notamment celui qui portera sur l'ensemble des collectes en porte-à-porte et en un point d'apport volontaire qui démarrera au 1er janvier 2022, considérant que le SMICTOM a besoin d'un appui technique et juridique dans le domaine des marchés publics, considérant que le SMICTOM ne dispose de services spécialisés en la matière et compte tenu des ressources et expertises dont dispose la communauté de communes du Val d'Amboise, compte tenu de la possibilité de conventionnement ouvert à l'article 52.14.16.1 du Code général des collectivités territoriales, et pour la gestion des services, la communauté de communes du Val d'Amboise réalisera une mission d'appui juridique et technique auprès du SMICTOM dans le domaine des marchés publics. La convention jointe, donc, que je ne vous lirai pas, mais dont vous avez eu connaissance, de cette prestation de service prendra effet à compter de sa date de signature et s'achèvera le 31 décembre 2021. Voilà, mes chers collègues, pour vous donner le montant, c'est 250 € par jour. Nous avons déjà soutenu le SMICTOM dans ses appels d'offres sur la collecte.
Voilà, c'est une décision que nous avons prise, les 3 communautés de communes. Chacun apporte un peu d'aspect logistique au SMICTOM. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des questions? Si ça n'est pas le cas, je vais mettre aux voix et vous demander d'approuver cette prestation de service et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention de prestation de service ci-jointe. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Vous avez eu le tableau des marchés des décisions du bureau et les décisions du président. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs que des décisions de bureau, ce qui est très bien, plus le récapitulatif des marchés signé par le président. Voilà, vous les avez qui s'affichent. Mes chers collègues, la fiche de présence, qui l'a gardée pour lui? Voilà, et Jacqueline, tu l'as signée. Eh bien, comme je n'ai pas reçu de questions écrites, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous inviter à être prudent sur les terrasses et surtout vous donner rendez-vous pour notre prochain conseil communautaire le 24 juin. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne soirée aussi aux auditeurs.